Monsieur Boukhal ici, bonjour. Bonjour madame. Alors la crise énergétique nécessite une plus grande offensive avec diversité ou diversification de l'offre en exploitant toutes les potentialités très considérables en Algérie. Les renouvelables, c'est l'alternative. Ça fait partie de l'élément qu'on appelle le mix énergétique, dans lequel il y a l'association du gaz naturel, des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Donc ce sont les trois éléments d'une politique qui devrait aussi permettre le passage de manière graduelle entre un usage intensif centré sur les énergies fossiles vers les énergies vertes. Il faut réussir cette transition énergétique impérativement pour pouvoir mieux nous placer sur les marchés mondiaux, puisque nous avons vu aujourd'hui l'engouement et l'intérêt porté à l'Algérie par rapport au gaz. Tout à fait. Les choix qui sont en train de se faire au niveau international militent tous vers une direction qui est plus sur l'utilisation des énergies renouvelables, ensuite avant de transiter aussi vers l'hydrogène verte à partir de 2030. Donc il faut se préparer, il faut mettre en place les compétences, les institutions, les entreprises, les centres de recherche et les universités. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on perde cette opportunité. Mais il faut accélérer la cadence d'exploitation des énergies renouvelables, Monsieur Boukhal ici, puisqu'on a vu qu'il y a eu quand même le cahier de charge qui a été promulgué et pas encore l'appel d'offres, alors que d'autres pays se préparent déjà pour avoir leur sécurité énergétique et assurer leur sécurité énergétique via les renouvelables, comme l'Europe, par exemple. Monsieur Boukhal ici. Je pense qu'au niveau de l'Europe, donc depuis le mois de février de l'année passée, donc il y a eu un changement radical en termes d'accélération dans le domaine des énergies renouvelables. Et on le voit par exemple dans le domaine uniquement du solaire photovoltaïque. L'Union européenne a placé en 2022 47 gigawatts, alors qu'en 2021 ils étaient à autour de 28, donc quand même une augmentation considérable qui a permis de réduire le recours aux importations de gaz naturel. Et donc cette tendance va se poursuivre pour atteindre à peu près un niveau annuel autour de 60 gigawatts en 2025. Et donc les objectifs sont ambitieux. L'Union européenne donc, a déjà fait des annonces considérables dans ce domaine-là, y compris sur le plan industriel. Maintenant, maintenant, en ce qui concerne d'autres pays, comme par exemple en Afrique, le Mozambique, récemment encore, donc un appel d'offres a été donc adjugé pour à peu près autour de 1 gigawatt. C'est l'équivalent de celui qui avait été lancé en Algérie l'année passée. Et donc, on voit qu'il y a aussi beaucoup de pays, que ce soit donc, au Golfe ou bien en Afrique, qui sont aussi en train de mettre les bouchées doubles dans ce domaine-là. Malheureusement, en Algérie, on reste encore, je dirais, peu porté sur ce type de projet à réaliser. Même certains pays africains nous concurrencent sur ce marché. Vous avez donné l'exemple du Mozambique. Il y a aussi d'autres pays comme la Tunisie qui se préparent justement pour assurer cette transition énergétique via bien sûr le solaire et puis bien sûr les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je voudrais revenir avec vous sur la question que je vous ai posée précédemment, Monsieur Boukhal ici. Faut-il aujourd'hui accélérer le lancement de l'appel d'offres puisque le cahier de charge il a été promulgué de telle sorte à assurer ce mix énergétique et aller vers la diversification de nos capacités énergétiques actuelles pour pouvoir bien sûr répondre à la demande nationale qui est de plus en plus importante et également aller vers le marché de l'export, plus de marché de l'export. Si vous prenez un peu c'est vrai que le Solar Mill donc, qui a été lancé déjà depuis une année, donc le cahier de charge. Le cahier des charges. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que quand même toutes les conditions sont là, y compris le financement, mais il y a quand même la décision politique qui tarde pour le relancer de nouveau. Et nous espérons que cela va pouvoir se faire rapidement parce qu'on a aussi un intérêt à ce que nos entreprises puissent travailler dans ce domaine-là. Il y a quand même, il ne faut pas oublier aussi que les universités forment toujours des cohortes dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc là, aujourd'hui, c'est le chômage qui les guette, les institutions de formation professionnelle. Donc il y a quand même des attentes importantes et donc on attend que ce dossier-là soit repris pour pouvoir donc
remettre le programme des énergies renouvelables sur les rails. Secondo, cela va nous permettre de faire des économies de gaz importantes, puisque vous savez très bien qu'il y a une décision du président de la République de doubler les capacités à l'exportation. Et donc, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique peuvent apporter des quantités de gaz supplémentaires sous forme d'économie. Donc, on a fait un petit calcul comme ça. Si on installe uniquement 1 gigawatt par an d'ici 2030, on pourrait économiser facilement à peu près 12,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Alors justement, par rapport à cette question, beaucoup de défis et beaucoup bien sûr d'enjeux par rapport au marché énergétique pour l'exportation de l'électricité. Faut-il ou doit-on exporter de l'électricité à partir de renouvelables en complémentarité avec le gaz ou en remplacement du gaz pour l'économie de ce produit et l'exporter puisqu'il a une grande valeur actuellement? Moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un ensemble de solutions et une démarche qui permettrait d'être aussi très flexible. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est attendu et ce que le monde attend, c'est que vous soyez beaucoup plus flexible en termes de fourniture, soit de forme de gaz, d'énergie sous forme gazeuse ou bien de l'électricité. Il y a donc la nécessité qui est aujourd'hui affichée par l'Union européenne d'aller vers les énergies renouvelables. Donc cela va se faire aussi à travers 2030. voilà, pourra se faire à travers soit l'importation d'électricité d'énergie renouvelable, soit aussi à travers aussi l'hydrogène vert, mais aussi il y a probablement des possibilités d'exporter par exemple des produits comme des panneaux solaires qu'on pourrait fabriquer en Algérie et vendre au niveau de l'Union européenne. Et donc ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place. Il faut se préparer, il faut former des personnes, il faut créer donc une dynamique qui va permettre aussi aux investisseurs d'avoir de la visibilité et de participer à ce processus. Donc aujourd'hui, il y a une feuille de route qui a été déclinée par l'ancien ministère, bien sûr, de la transition énergétique, à savoir 15 000 mégawatts à horizon 2035. Les 1000 mégawatts devaient bien sûr être lancés incessamment, mais il y a eu bien sûr le report de l'échéance, puisqu'on a parlé de l'appel d'offres qui n'a pas encore été lancé, même si le cahier de charge il a été totalement dévoilé avec tous ces différents contours, avec les régions aussi qui devaient abriter ce programme, les 5 wilayas, avec d'autres aussi qui devaient suivre, où le niveau d'ensoleillement était important. Alors, nous avons vu qu'à travers le monde, la crise énergétique a suscité beaucoup d'efforts et nous voyons aujourd'hui qu'on était en anticipation. Est-ce qu'on risquerait d'être en retard puisque certains pays sont en train déjà de prendre leurs dispositions pour assurer leur sécurité énergétique? Si on parle de l'exemple de la France qui a réalisé tout un parc photovoltaïque au niveau de l'océan. L'Allemagne également, hein? L'Allemagne, L'Italie. les pays de l'Union européenne, il ne faut pas aussi oublier d'autres pays comme les États-Unis aussi qui sont en train de faire un effort considérable. La Chine, dans ce domaine-là, qui est donc le leader. Parce que bon, il y a aussi l'enjeu climatique qui est aussi derrière, qui fait que il y a ces projections de réduire la température d'ici la fin du siècle. Et donc une des manières, c'est surtout de sortir des énergies carbonées et aussi d'aller vers les énergies renouvelables et vertes. Il ne faut pas aussi oublier que pas mal de pays dans l'Union européenne sont aujourd'hui en train de mettre des barrières à tout ce qui est donc produit à base d'énergie carbonée. Et donc déjà en 2026, il va y avoir des taxes qui vont être mises à l'entrée pour tout ce qui concerne le ciment, par exemple, et l'acier. Donc là, comme nous aspirons aussi à faire énormément d'exportations dans ce domaine-là, on a aussi tout intérêt à ce qu'on décarbone notre industrie et donc permettre aux exportateurs aussi de pouvoir être en position, je dirais, un peu de compétitivité plus importante au niveau du marché européen. Voilà, donc et la tendance lourde, elle est aujourd'hui en place à l'échelle internationale. L'Algérie aussi a un rôle à jouer dans ce domaine-là comme étant donc un pays fiable, fournisseur traditionnel d'énergie classique, qui pourrait aussi devenir un fournisseur d'énergie renouvelable.
Et bien sûr, l'Algérie qui, en 2022, c'est-à-dire a exporté des quantités importantes, record même, en matière de gaz, équivalente à 56 milliards de mètres cubes. Et c'est au responsable de Sonatrach, qui l'a annoncé récemment. Alors, justement, pour l'économie de gaz, puisque nous avons une consommation assez importante, le mix énergétique, est-ce qu'on devrait commencer déjà à le favoriser au niveau national Bien sûr. pour réduire la consommation de gaz qui est de plus en plus importante? Tout à fait. L'augmentation de la consommation, elle est aujourd'hui autour de 5-7% par année. Ensuite, il y a aussi tous les projets industriels par exemple, les unités de dessalement d'eau de mer aussi, qui sont donc grosses. Et ça augmente de 3 à 4% annuellement. Voilà. Et ça pourrait être encore plus important Voilà. l'année prochaine avec, bien sûr, les stations de dessalement d'eau. Voilà, et donc il va y avoir une demande importante dans ce domaine-là. Donc, ou plutôt deux façons de pouvoir réduire ça, c'est que de travailler sur de l'efficacité énergétique et puis injecter des énergies renouvelables pour pouvoir donc réduire les capacités de production d'énergie électrique à partir des centrales à gaz, comme vous le savez, puisque tout le parc de production est essentiellement à base de gaz naturel. Exactement, c'est 50% du gaz qui est utilisé pour la fabrication de l'électricité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nécessité d'aller vers une véritable politique de rationalisation de la consommation d'énergie. Tout à fait. Il y a lieu de faire ce travail-là pour que les entreprises, pour que les ménages puissent réduire leur consommation d'énergie, puisque aujourd'hui, on voit quand même encore les gens utilisent des équipements donc énergivores. Donc, il y a lieu de remettre en place tout l'écosystème pour favoriser l'amélioration dans les consommations d'énergie, par exemple en mettant des laboratoires de vérification. Par exemple, depuis un certain temps, on attend la mise en place d'un laboratoire, par exemple, pour tout ce qui concerne la vérification des capacités telles que les réfrigérateurs, les climatiseurs et tout ça. Et puis, donc, dans le domaine de l'éclairage, continuer l'effort pour passer à la LED. Et puis, de tout ce qui touche à la construction, puisque quand même le pays est un des pays qui construit le plus à travers le monde, pour, par exemple, assurer l'isolation thermique des constructions, de nos constructions. Alors, justement, pour les 56 milliards de mètres cubes exportés cette année, l'annonce a été faite par un cadre supérieur du ministère de l'Énergie et des Mines. Je voudrais revenir avec vous sur l'aspect relatif, bien sûr, au prix du gaz actuellement. C'est le plus important sur les marchés mondiaux. L'Algérie, c'est un fournisseur fiable et traditionnel, très sollicité par rapport à sa fiabilité et son respect de ses engagements. Ça pourrait être la même chose pour les renouvelables. Est-ce qu'il faudrait, pour les renouvelables, tout exploiter, tout explorer, du solaire au, bien sûr, photovoltaïque, l'éolien, voilà. Il y a un certain nombre de sources d'énergie renouvelable qui sont disponibles. Il y en a qui sont beaucoup. Mais le soleil, c'est notre avantage comparatif. C'est un avantage très important. Donc le pays, il est baigné par des quantités considérables d'énergie solaire toute l'année. Donc il y a quand même des capacités à exploiter importantes. Il y a aussi de l'éolien, donc on parle sur les hauts plateaux, tout ça. Du côté de Djelfa, voilà, un couloir de vent. Il y a aussi des possibilités au niveau de la géothermie, mais aussi il y a... L'hydrogène vert. L'hydrogène vert. Mais ça reste avec du gaz. L'hydrogène vert va être surtout à base d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Donc il y aura la combinaison des deux parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir produire de l'hydrogène vert. Et ensuite, il faut quand même qu'il y ait de l'eau dans ce domaine-là. Et donc, il y a aussi à l'échelle internationale énormément d'activités au niveau donc, de la recherche et développement pour réduire les coûts, sur le plan aussi industriel. C'est pour ça que toute feuille de route qui doit être mise en place doit aussi avoir comme élément de base la mise en place graduelle de tout l'écosystème favorable. Alors, Monsieur Yessi Bouchalfa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, avec bien sûr l'utilisation de toutes ces capacités. Est-ce qu'on pourrait considérer que nous pouvons être un fournisseur des plus fiables et des plus importants au niveau de la région pour, bien sûr, tous les continents, à commencer par l'Europe pour le raccordement à l'électricité?
Ça, je peux vous l'affirmer, puisque quand même il y a un historique dans ce domaine-là, donc avec le gaz naturel et le pétrole, et donc cette transition pourrait se faire de manière graduelle. D'autant Et qu'ils sont demandeurs de l'électricité actuellement. Ils connaissent beaucoup de difficultés voilà, par rapport à la consommation de l'électricité. de Ils sont l'énergie, arrivés, voilà, voilà. de l'énergie, donc que ce soit du gaz naturel ou bien demain de l'électricité verte. Donc effectivement, ça, ce sont Ils ont des même du possibilités. délestage. Ouais. Je pense que de ce côté-là, il y a on peut encore continuer à être une source fiable pour l'Europe, et tout en faisant un peu notre propre transition énergétique chez nous. Alors, dans notre pays, que faut-il aujourd'hui pour assurer cette économie de l'électricité? Impérativement lancer les grands projets qui étaient dans le pipe, à savoir équiper les grandes infrastructures en panneaux photovoltaïques pour économiser le gaz, monsieur Yaissibou Khalfa. Tout à fait. En tout Même si cas, on a commencé à voir quelques panneaux ici et là, mais ce n'est pas des quantités importantes. non, c'est pas puisque quand même les objectifs affichés par l'État sont ambitieux, donc 15 000 mégawatts d'ici 2035, et donc chaque année de retard fait que nous cumulons un peu des retards de plus en plus importants. À titre d'exemple, c'est-à-dire que depuis 2011, si on avait installé chaque année 1 gigawatt, on aurait presque à peu près 12,8 milliards de mètres cubes pour chaque installation. Donc, vous multipliez ça par 4, 5 ou bien 10 gigawatts, et vous voyez tout de suite que quand même, au bout d'un certain temps, on peut atteindre des économies de gaz qui peuvent se chiffrer autour de peut-être 50, voire 100 milliards de mètres cubes par an. Et qui donc, seront destinés à l'exportation. Voilà, pour ramener de la devise. Ça permettrait aussi donc d'accompagner le développement du pays, parce que quand même il y a cette année quand même qui va être purement économique, et donc il va y avoir un effort considérable aussi de ce côté-là pour avec tous les projets d'investissement qui sont annoncés. Donc il faut de l'énergie, et donc de l'énergie majoritairement aujourd'hui elle est à base de gaz. On a aussi tout intérêt à faire des économies, passer aux énergies renouvelables dans, je dirais, les délais les plus rapides possibles. Alors, il faut commencer par les grandes infrastructures et les institutions qui devraient installer déjà leur propre mix énergétique pour pouvoir s'alimenter tantôt par l'électricité, c'est-à-dire conventionnelle, et tantôt par le solaire, quand il y a, puisque on est pratiquement à la mi-janvier, on a encore du soleil. Il y a d'abord les grands acteurs comme Shems ou bien Sonelgaz et Sonatrach, donc, qui peuvent aussi être les leaders dans ce domaine-là pour installer de nouvelles capacités. Sonatrach déjà a annoncé vouloir donc faire 50 un projet d'investissement dans le domaine de l'hydrogène vert de 50 MW. Celui-là, il va nécessiter 150 MW de capacité d'énergie renouvelable, donc c'est quelque chose sur lequel on a aussi intérêt à le mettre en œuvre pour que les entreprises puissent travailler. Il y a aussi le projet donc de Shems de 1000 MW qui devrait être relancé. Et puis il y a aussi même les projets aussi annoncés par Sonelgaz quand même qui va être aussi un acteur majeur dans ce domaine-là. Je dirais aussi sur d'autres aspects, n'oublions pas qu'il y a l'agriculture par exemple. Grande consommatrice d'énergie. Et surtout l'agriculture aujourd'hui. L'industrie également. Il y a aujourd'hui au niveau de l'agriculture donc un projet de 1 million d'hectares. Et donc déjà il y a eu 100 000 hectares qui ont été déjà annoncés par l'Audace au niveau de grands espaces du Sud pour les investisseurs. Et donc tous ces projets-là, c'est les 100 000 hectares, devraient aussi être dotés avec des capacités d'énergie renouvelable, par exemple pour alimenter les pivots d'irrigation. Et donc là, on voit quand même qu'il y a énormément de possibilités. Seulement, il faut qu'on mette en place la démarche nécessaire, les soutiens, parce que bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que comme le tarif de l'électricité et du gasoil reste soutenu, donc les énergies renouvelables ne peuvent pas se déployer en laissant uniquement les forces du marché le faire. Ce n'est pas possible. Il faut que l'État donne des facilités dans ce domaine-là pour que, par exemple, les agriculteurs, les investisseurs puissent aussi utiliser les énergies renouvelables et principalement le solaire photovoltaïque. Voilà, des encouragements ou alors un chèque énergie, comme cela se fait dans certains pays à travers le monde, et on le voit actuellement.
actuellement. Alors notre volonté, c'est de nous inscrire aujourd'hui dans la modernité, dans la technologie. Est-ce qu'il faudrait aussi par anticipation, par rapport à cette situation hydrique difficile que nous traversons actuellement, il y aura un plan station de dessalement qui sera mis en place à travers bien sûr toutes les régions côtières, les 12 wilayas côtières. Est-ce qu'il faudrait par anticipation déjà envisager de les équiper en panneaux photovoltaïques pour économiser justement l'électricité conventionnelle? Oui, c'est une des possibilités, des options L'envisager qui dès doivent... maintenant, Oui, avant leur réalisation. il faut intégrer dans ce domaine-là que la production d'énergie pour alimenter ces stations de dessalement d'eau de mer puisse se faire, par exemple, partiellement ou bien une grande partie avec l'énergie solaire, surtout, par exemple, durant la journée, ou bien là aussi, là où les possibilités d'éoliennes sont là. Il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que on a aussi des possibilités avec tout ce qui concerne des barrages. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les barrages qui sont au nord, vous avez la consommation qui sont au nord. Et donc, il est possible, par exemple, d'installer des panneaux solaires sur l'eau. Et donc, ça permet de produire de l'énergie et aussi de réduire l'évaporation. Vous savez, par exemple, chaque année, nos barrages perdent pratiquement 1 mètre à cause de l'évaporation pour les barrages qui sont au nord et 1,5 mètre au niveau donc, des barrages des hauts plateaux. Donc on peut cumuler les deux, produire de l'énergie, réduire l'évaporation d'eau, alimenter donc les stations d'eau de mer, puisque là on n'est pas très loin de la mer, donc il y a certains barrages qui sont à quelques dizaines de kilomètres. Donc il est possible de travailler sur ces aspects-là, produire de l'énergie, produire de l'eau dessalée et alimenter la population. Mais avec bien sûr l'intérieur qui devrait aussi s'impliquer pour l'éclairage public, mais pas seulement, c'est-à-dire pour les nouvelles wilayas érigées, on devrait aussi les équiper en panneaux photovoltaïques pour avoir une autonomie totale, d'autant que certaines d'entre elles sont dans l'extrême sud du pays. Le câble, parfois, on peine à le mener, même si on est à niveau de 98% de raccordement à travers tout le territoire national. Alors, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, cette question de la législation. Faut-il légiférer aussi de telle sorte à rendre accessible cette énergie à tous les Algériens qui voudraient s'équiper aussi en panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire pour la consommation domestique, la révision de la loi pour ouvrir cet espace qui est encore sous le monopole, il faut le dire, de Sonelgaz. Monsieur Yaissi Bouhalfa. Si vous voulez, bon, en termes donc, de distribution d'énergie, aujourd'hui, c'est Sonelgaz qui le fait. Et ce que nous demandons, et depuis un certain temps, on attend vraiment... Même la production. Et voilà, la plus grande partie de la production, elle est chez Sonelgaz. Et donc, ce qu'on demande et on attend depuis très longtemps, c'est l'ouverture du réseau de la basse tension pour les usagers domestiques. C'est-à-dire qu'il y a... Comme cela s'est fait dans tous les pays du monde. Comme cela se fait. Par exemple, ça n'a porté aucun préjudice aux grandes entreprises nationales. Au contraire, ça a apporté plus de flexibilité parce qu'on a de l'énergie disponible sur place au niveau donc des sites de consommation. Par exemple, nous avons aujourd'hui plus de 1000 écoles qui sont équipées avec des systèmes solaires, mais qui malheureusement ne peuvent pas injecter le surplus d'énergie qui est donc produit au niveau de ces écoles. Vous imaginez, l'école travaille de septembre jusqu'au mois de mai, et donc pendant la période estivale où il y a une forte demande, ces panneaux solaires là ne servent à rien du tout, alors qu'il aurait suffi donc d'autoriser cette injection, de trouver un mécanisme de financement pour payer cette électricité qui est exportée sur le réseau, et ça va permettre aussi d'avoir des rentrées d'argent pour beaucoup de nos communes qui souffrent donc de problèmes donc, de moyens financiers parce que bon, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir donc répondre à la demande de leurs citoyens. Et donc vous pouvez aussi prendre les mosquées, les universités, les CEM, les lycées, et vous allez trouver quand même qu'il y a des milliers, si ce n'est pas des millions de mètres carrés de terrasses qui sont disponibles, que l'on pourrait exploiter, produire de l'énergie, les utiliser et permettre à ces structures aussi de vendre de l'électricité.
Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, monsieur Yissi Boukhalfa, cette question, bien sûr, de la sécurité énergétique, elle est gérée au plus haut niveau, puisque le président de la République a mis en place, et pour la première fois, le Haut Conseil à la sécurité énergétique. Ces questions doivent être débattues de façon urgente et permanente, parce que nous avons vu que c'est devenu une préoccupation majeure à travers le monde, et c'est un avantage comparatif de l'Algérie qui lui permet de se déployer à l'international et avoir aussi de la ressource financière pour pouvoir développer davantage le pays Tout à fait. et réaliser tous les projets en cours. Je pense que nous avons donc les augmentations des prix du pétrole et du gaz à l'échelle internationale offrent aussi l'opportunité pour que cette transition énergétique puisse se faire de manière normale et soutenue financièrement dans ce domaine. Parce que quand je parle de soutenue financièrement, il y a certaines applications que l'État doit soutenir parce que c'est destiné par exemple aux collectivités locales ou bien aux ménages, mais il y a d'autres applications qui n'ont pas besoin que l'État mette de l'argent sur ces projets. Par contre, c'est le système bancaire qui va le faire. C'est le cas donc du Solar 1000. Et donc là, on a les deux possibilités dans ce domaine-là. Et ces moyens financiers devraient aussi nous aider à faire cette transition pour qu'on puisse aussi mettre en place l'industrie nécessaire pour que nos entreprises puissent travailler. Parce qu'il faut quand même bien se rendre à l'évidence, c'est que cette transition va prendre du temps, elle va être de plus en plus importante et nous avons tout intérêt à mettre l'écosystème en place pour permettre aux entreprises de créer de la valeur ajoutée et surtout des postes d'emploi. Et bien sûr, nous avons 14 wilayas côtières et non pas 12, je m'en excuse. Alors, justement, quand on est aujourd'hui dans le contexte de l'intelligence artificielle, il faut s'inscrire dans cette modernité puisqu'on parle aujourd'hui même, par exemple, de la consommation énergétique rationnelle et contrôlée. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a... Pour les collectivités locales, pour l'éclairage public, pour ne pas avoir à appuyer sur le bouton pour éteindre ou allumer la lampe. Écoutez, je vais vous rapporter donc ce qu'a dit une entreprise dans la wilaya de Sétif qui a mis en place un dispositif de mesure de la consommation d'énergie et donc qui contrôlait tout ce qui concerne l'éclairage public, le fonctionnement du chauffage au niveau des écoles. Et grâce à ces informations qui ont été collectées, donc, il est possible de savoir qui consomme et à quelle heure et à quel niveau. Et par exemple, on s'était rendu compte que pendant les vacances, la chaudière fonctionnait. Et quand les gens se sont rendus sur place, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que le gardien, parce qu'il faisait très froid, il laissait allumer la chaudière H24, or qu'elle était en période de vacances. La solution a été de dire, on arrête la chaudière pendant les vacances et on va lui acheter un bain d'huile pour uniquement le gardien. Et donc ça, quand vous avez ces éléments d'information que vous pouvez donc centraliser, vous pouvez aussi assurer cette corriger, mettre en place la rationalisation. Et éviter le gaspillage. Voilà, avoir ensuite des éléments de référence. On vous dit une école doit consommer X kWh par jour ou par mois. Si vous n'êtes pas dans cette valeur-là, ça veut dire qu'il y a probablement un souci et on a la possibilité de corriger. Donc il y a des actions que l'on peut faire au niveau des collectivités locales qui vont permettre d'économiser de l'énergie sans beaucoup d'efforts. Vous avez donné l'exemple de l'établissement scolaire. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'établissement scolaire qui pourrait se doter en panneaux photovoltaïques, qui se transformerait aussi parallèlement en producteur. En période de vacances, il pourrait injecter le surplus ou la production électrique dans le réseau conventionnel. Tout à fait. Et ça créerait de la richesse. Ça crée de la richesse. Pour les établissements, voilà. Pour pouvoir s'autofinancer. Voilà, et ça, beaucoup de nos communes souffrent donc de déficit financier. Voilà, et donc ça pourrait créer de la richesse. Voilà, ça leur permettrait aussi de pouvoir donc produire et exporter cette énergie à charge pour l'administration, un peu pour les autorités, de créer les conditions ici pour permettre ce raccordement électrique, tout en assurant la qualité de réalisation et de vérifier que, avant de se raccorder, que l'on ait pris toutes les précautions nécessaires
pour la protection du réseau et du consommateur. Alors en clair, Monsieur Yessi Bouhalfa, il faut faire vite, il faut accélérer cette cadence de la transition énergétique, puisqu'on sait qu'on était quand même un pays leader. En 87, nous avions notre première station photovoltaïque. Ah oui, ça remonte très loin dans le temps. Et Ça remonte très loin, mais on était leader. On était les premiers, parmi les premiers. c'est vraiment, moi je me souviens très bien que Le feu président Boumedienne avait décidé justement d'aller vers l'exploitation de cette énergie. Et je me souviens qu'on avait trouvé des installations solaires au fin fond de l'Algérie durant ces années-là. Juste un peu pour dire que nous avons toujours cette possibilité et nous avons confiance en la démarche du président pour que cette année de 2023 puisse aussi être une année pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Algérie, parce que nous pensons que réellement il y a une opportunité pour le pays de faire cette transition énergétique, de construire un mix énergétique rationnel, équilibré entre le gaz naturel, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il y a un projet qui va être examiné prochainement par le gouvernement, qui concerne bien sûr le mix énergétique ou la transition énergétique, avec l'hydrogène. Et nous espérons donc le plan a été adopté. Voilà, nous espérons qu'il y aura des décisions qui vont être prises et une mise en œuvre rapide. C'est un petit peu vraiment ce que nous attendons. Nous avons un problème dans les mises en œuvre. Ouais. Il faut quand même qu'on mette en place un programme, que l'on commence à la mise en œuvre. Tout ça va créer la dynamique nécessaire et je pense qu'on aura de bonnes surprises à la fin. Oui, aujourd'hui on parle par exemple des grandes entreprises qui pourraient prendre le relais de cette transition énergétique avec bien sûr la réalisation avec des quantités importantes de cette énergie, bien sûr via les renouvelables. On parle de Sonatrach avec un plan ambitieux qui pourrait être réalisé. On parle aussi de Sonelgaz. Mais pourquoi certaines entreprises, par exemple affiliées à Sonelgaz, ont cessé pratiquement d'exister? Comme on se souvient, on parlait beaucoup à un moment donné de Kahrabkib. Donc, Arkib, c'est une filiale de Sonelgaz. Oui, Sonelgaz, certaines filiales. Et il y a eu des restructurations qui ont été faites. etc. Voilà. Il y a eu des Celle de Rouiba également pour l'éclairage public. Voilà, il y a eu des restructurations. Je pense que c'était plus aussi pour ramasser l'entreprise, pour aussi réduire un certain nombre de coûts. Et donc ça, ce sont les décisions qui ont été prises au niveau donc, du groupe Sonelgaz depuis maintenant quelques mois. Mais ça reste quand même que la mise en œuvre va toujours nécessiter que les entreprises qui sont là puissent aussi pouvoir activer. Donc, il y a aussi, par exemple, chez Sonatrach, par exemple, c'est GTP qui s'occupe de la partie de la mise en œuvre d'une seconde centrale de 10 MW au niveau de BRN. Donc ça, il y a aussi la nécessité de créer des entreprises dédiées, puisque quand même, majoritairement, ces entreprises étaient plus dans l'électricité conventionnelle. Maintenant, il faudrait aussi les aider à passer aussi à l'utilisation des énergies renouvelables, comme les installations solaires photovoltaïques ou bien de l'éolien qui va aussi voir le jour les années prochaines. Alors, cette volonté politique est fortement exprimée, puisqu'on a vu lors de sa visite, bien sûr, du Salon de la production nationale, le président de la République est longuement resté avec une entreprise qui réalise actuellement des bornes électriques à travers le territoire national. Il a incité à les installer au niveau des stations d'essence à travers tout le pays et de réaliser, bien sûr, des quantités importantes, puisque la voiture hybride arrive également, monsieur Bouhalfa ici. C'est un des éléments de flexibilité aussi du réseau. C'est possible qu'on peut utiliser ça. Le véhicule électrique va aussi prendre sa place parce que n'oublions pas qu'en Europe, donc ils ont déjà décidé d'arrêter les véhicules de motorisation thermique donc, en 2030. Donc c'est quelque chose que ça veut dire que, alors soit nous, on va être un réceptacle de tout ce qui n'aura pas été utilisé en Europe et à ce moment-là, on va recevoir tous ces éléments-là, soit nous aussi, on se met un peu dans cette logique-là et on commence aussi à faire notre transition pour passer aussi du moteur thermique conventionnel au moteur hybride et puis donc après vers le moteur électrique et ça permettra aussi la nécessité de mettre en place des bornes électriques à travers le pays pour que les gens, les entreprises ou bien pour que les utilisateurs puissent les trouver.
un de nos membres au sein du cluster aussi active dans ce domaine-là. Il y en a pas mal qui sont en train Et de ils se mettre exportent dessus. des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas consommés au niveau local, il faut le dire aussi également. Monsieur Yaissi Boukhalfa. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit Monsieur Preur avait déclaré que l'Algérie ne manque pas de compétences ni de ressources très abondantes pour asseoir son propre modèle de transition énergétique, mais ça ne peut se faire que par la budgétisation correcte de la recherche scientifique. Comment y parvenir aujourd'hui? C'est la question de l'auditeur. Attends, la question, c'est Il clair. faut tous se préparer en même temps, Il faut, tout mettre en synergie en même temps. si vous voulez, si pour faire des économies de l'énergie, il faut d'abord commencer par mettre un peu d'argent pour pouvoir donc créer ces Mais conditions-là. cette économie de l'énergie nous apporte aussi de la devise. Tout à fait. C'est de l'argent. Effectivement, mais c'est un cheminement par lequel il faut commencer. Ça ne peut pas se faire. Économiser de l'argent et donner tout de ça. l'argent. Voilà. Par contre, il faut le faire de manière à ce que des éléments importants de notre pays puissent participer. Donc, c'est l'entreprise, c'est le centre de recherche, c'est l'université et le centre de formation professionnelle. Et la ressource humaine aussi, C'est comme ça qu'on va pouvoir donc qui construire. doit accompagner toute cette dynamique. Voilà, on va avoir donc cette dynamique qui va se mettre en place. Il va y avoir de la création de la valeur ajoutée locale. Il va y avoir de la création de postes d'emploi. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'il va y avoir aussi énormément d'innovation et nous devons aussi nous mettre dans ce domaine-là. Alors, bien sûr, les pronostics du FMI et de la Banque mondiale sont très prometteurs pour ce qui concerne l'énergie en Algérie. Mais qui doit financer tous ces projets d'avenir? Parce que c'est l'avenir. On est en train de nous inscrire dans la modernité et dans l'avenir. Et c'est ça l'avenir. Il y a Et il faut aussi assurer notre sécurité énergétique. Le financement va être un peu de deux types. Il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des applications dans lesquelles l'État doit mettre de l'argent parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Il y a des citoyens qui ne peuvent pas, par exemple, disposer de l'énergie, qui sont très loin du réseau. Donc, il faut quand même que l'État participe, par exemple, pour équiper ces foyers épargne. Il y a ensuite On d'autres pourrait moyens. envisager le chèque énergie Oui, pour ceux qui s'adapteraient, bien sûr, aux renouvelables, par exemple, je prends le cas pour installer des panneaux photovoltaïques. Par exemple, je prends le cas des gens qui construisent en milieu rural. Donc l'État, par exemple, donne entre 700 000 et 1 million de dinars. Donc ça veut dire que l'État peut rajouter, par exemple, 300 000 dinars et dire On le fait pour le GPL, les équipements. Voilà, Il y a une aide. et on va demander à ce que cette partie-là puisse être consacrée pour mettre en place des systèmes, par exemple, tels que le chauffe-eau solaire ou bien de l'éclairage ou alimenter cette maison-là. Voilà, donc, par exemple. Par contre, pour tout ce qui concerne les autres projets de production de grandes ampleurs, aussi bien pour l'agriculture, là, il faut permettre que plus le financement devrait être bancaire, sous forme halal ou pas, mais ce serait sous cette forme-là. Alors, je vais vous poser une question extrêmement politique. C'est une question qui est aujourd'hui devenue une priorité absolue à travers le monde, c'est-à-dire la sécurité énergétique. Il y a énormément de conflits en raison de cette question de sécurité énergétique. C'est ce qui vaut aussi à l'Algérie beaucoup d'attaques actuellement. C'est parce que nous souhaitons nous déployer plus et plus fortement au niveau de certains pays et au niveau de certaines régions traditionnellement acquises à d'autres. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on a parlé, bien sûr, du projet des énergies renouvelables qui avait été gelé, celui de 2010, parce qu'il y avait le conflit nucléaire. Le nucléaire a empêché le renouvelable de se développer dans notre pays. Je pense qu'il y a énormément dont je dirais un peu de contradiction aussi au niveau à l'échelle internationale. Il y a une volonté de mainmise sur un certain nombre de choses, y compris sur l'énergie. Et nous, on a tout intérêt aussi à nous diversifier dans ce domaine-là. Mais celui qui a l'énergie domine le monde aussi. Bien sûr, aujourd'hui, on le voit. Vous êtes... On coupe l'électricité à des foyers, des milliers de foyers en Europe. Voilà, et ceux qui ont de l'énergie ont toutes Au moment où nous, on gaspille de l'énergie. Voilà, on a toutes les capacités et toutes les possibilités pour pouvoir donc le faire. Et donc, moi, je trouve que quand même, notre pays a une chance inouïe de disposer d'une palette d'énergie conventionnelle et renouvelable que l'on devrait aussi exploiter de manière rationnelle. Il faut faire vite, parce que le temps, c'est de l'argent. Monsieur Yaissi Boukhalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne fête à tous les Algériens. Es gaz megaz. Merci à vous aussi. Bonne année.